monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Fondation canadienne du Rhin, section Abitibi-Témiscamingue, a gagné récemment 3 trophées à l'échelle provinciale. Alors, pour nous en parler, je reçois le responsable de cette campagne pour le secteur Abitibi-Ouest, le toujours sympathique M. Lévi Trottier. M. Trottier, bonsoir. Bonsoir, M. Lagance. Toujours très heureux de vous recevoir en entrevue, M. Trottier, parce que moi, je vous connais, je sais quelle implication vous avez dans cette campagne-là et dans cette fondation-là surtout. Alors, premièrement, toutes nos félicitations à vous en particulier et à l'équipe, parce que sans l'équipe, on ne peut pas fonctionner, ça, on l'a souvent dit. C'est un travail d'équipe et puis c'est grâce à nos 215 bénévoles là, qui ont travaillé, disons, pour organiser notre campagne. OK. Alors, je pense qu'on fait quand même notre marque. Vous faites votre marque, M. Trottier, puis moi, là, nous autres, on le sait chez nous, là, c'est quoi que vous faites, puis je vous reçois à chaque année en entrevue, puis vous venez expliquer votre campagne pour ramasser des sous, et bon, vous le faites à chaque année. Mais là, que ce soit au niveau provincial, il me semble que là c'est une coche de plus, parce que ces 3 trophées-là, qu'on va parler dans quelques instants, c'était gagné à l'échelle du Québec, qu'il faut dire, et non pas à l'échelle Abitibi-Témiscamingue. Non, c'est ça, c'est à l'échelle du Québec. C'est toujours au prorata de la population. Oui. C'est bien clair qu'il y a des villes au Québec qui ramassent plus d'argent que nous autres, mais ils ont du monde pas mal plus que nous autres. Oui, mais c'est ça, c'est sûr. Mais si on va au prorata de la population, c'est bien clair qu'on a très bien mérité les trophées qu'on a eus là. Moi, là, si je vous demandais, ces 3 trophées-là, ça représente quoi? Bien, disons que je pense que pour nous autres, c'était une motivation pour continuer à travailler. Parce qu'on se dit, on ne travaille pas seulement pour avoir ces trophées-là, mais disons qu'avec les résultats des campagnes qu'on fait, bien, écoute, on a eu ces trophées-là en plus. Alors, ça nous motive, ça motive le groupe, notre petit comité, et puis tout le monde. Hein. Si on parlait de ces 3 trophées-là, ça représente, là, en ce sens, c'est quoi exactement? C'est pour quel honneur? Ouais. Bien, le trophée Tardeur, c'est pour la plus grosse levée de fonds au niveau du Québec au prorata de la population. Alors, on a ramassé quand même 47 300 quelques dollars. En Abitibi-Ouest, ici. Là. Oui, juste Abitibi-Ouest. Amos a ramassé après ça 4 100 $. Amos, c'est bon à souligner, avec Mme Lucille Dufour. C'est une greffée du Rhin, Mme Lucille Dufour. Elle travaille pratiquement seule à Amos. Elle nous a ramassé aussi 4 100 $. Alors, on est rendu à 51 000 quelques cents dollars. Et puis, on a eu aussi le défi des petits lacs avec c'est ça, les Perrons et compagnie, les gens... à refaire cette année, j'en suis persuadé. On espère. Les gens de Jean Coutu qui nous ont ramassé 10 000 $. Fait que si on met ça tout ensemble, ça fait 61 000 $ qu'on a ramassé pour la Fondation canadienne du Rhin. C'est beaucoup. Alors, je pense qu'on bâtit d'année en année, on augmente d'année en année. Oui. Et il faut le faire comme il faut, puis il ne faut pas se tromper. Puis, l'autre trophée aussi qui a été remis à Mme Françoise Gauthier. Oui. Françoise Gauthier, c'est une bénévole assidue depuis au-dessus de, je dirais, 15 ans. Françoise, elle, c'est une spécialiste du porte-à-porte. On a beau lui dire, Françoise, on t'a donné 2 rues, c'est assez. Non, si ça nous en avait besoin d'autres, M. Trottier, je suis là pour dépanner. Elle nous dépanne partout. Bien, mon Dieu. Elle fait les pochettes pour organiser tout ce qu'il faut pour que les bénévoles aient tout ce qu'il faut dans leurs pochettes. C'est elle qui fait ça. Alors, Françoise, c'est une personne fiable. Et puis, bravo, on la félicite, et on espère qu'on va la garder encore longtemps avec nous autres. On a besoin. Sûrement. Et le dernier, et non le moindre, c'est la section qui a décroché pour sa part le trophée remis à celle qui a réalisé la meilleure performance au prorata de sa population. C'est là que ça rentre en ligne de compte. C'est sûr que Montréal va ramasser plus que 45 000 $. Oui. Ça, je suis d'accord. Mais au prorata, c'est vous autres qui c'est ça. C'est bien clair que si tout le monde ramasserait au prorata de la population comme on le fait dans notre coin, bien, il rentrerait beaucoup d'argent pour Mon Dieu, oui, exactement. Alors, disons qu'on est bien heureux de ça. Et puis, ça nous motive justement pour continuer. C'est un peu dans ce sens-là qu'on le prend. Donc, on vous félicite, vous, M. Trottier, et toute l'équipe de la Fondation canadienne du Rhin. C'est un honneur qui rejaillit sur l'Abitibi-Témiscamingue. Puis c'est vraiment très important et c'est un honneur à l'échelle du Québec, surtout, qui est excessivement important. J'aimerais qu'on parle un peu du Centre d'hémodialyse. Oui, le Centre d'hémodialyse, bien, cet été, on a fêté le 7e anniversaire de notre ouverture de notre Centre d'hémodialyse à La Sarre. Alors, le 7 juillet 2003, les premiers patients venaient faire leur dialyse à La Sarre. Fini le voyageur à Rouen.
Alors, ces Et gens-là... quand on pense qu'il y a plusieurs années passées, c'était même à Montréal. Oui, justement. Si on recule de 20 ans, il n'y en avait même pas en région. Alors, c'est bien clair que... On a eu peut-être plusieurs personnes qui n'ont pas pu se prévaloir de ça, puis qui sont décédées. Hein? Oui, mais aujourd'hui, on est organisé avec notre centre de dialyse à La Sarre. Ça fait 7 ans. Alors, on a cru bon de souligner cet anniversaire-là. Alors, le club, le centre de dialyse a été obtenu à La Sarre grâce au club Lyon, disons, d'Abitibi-Ouest, les clubs Lyon de La Sarre, Macamic, Palmarol, Dupuis, ont investi 70 000 $. Alors, le Club Lyon croit à notre cause, et puis le Club Lyon international a doublé le montant de 140 000 $. Je pense que ces montants-là ont justement aidé à faire démarrer le centre d'hémodialyse. Au début, il y avait à peu près 3 patients. Aujourd'hui, il y en a 12. On se tient entre 12 et 15. Okay. Alors, vous voyez que l'utilité du centre de dialyse... C'est primordial, c'est essentiel. Oui. Et en terminant, parce que le temps passe très vite, M. Trottier, le tournoi de golf, vous avez été... Oui, on est allé au tournoi de golf de la Chambre de commerce. D'ailleurs, on remercie la Chambre de commerce. Ça fait la 3e année qu'on assiste à leur tournoi de golf annuel. Et puis, on travaille sur le terrain. On fait un peu tout ce qu'il faut faire pour ramasser des sous. Alors, on a ramassé, la Chambre de commerce nous a remis un montant de 2 000 $. Il y a eu des ventes de peintures. Alors, on remercie l'artiste Bruno Wirtz, notre bon ami Bruno, qui nous a fait 2 belles peintures. Okay. Alors, ces peintures-là ont aidé justement à ramasser le 2 000 $, plus tout ce que c'est qu'on a fait sur le terrain pour... alors, on remercie tout le monde. Une chose est certaine, M. Trottier, c'est que la Fondation canadienne du Rein, ce n'est pas juste une campagne qui se passe au printemps, mais que c'est à l'année. Vous êtes là tout le temps. Alors, je vous en félicite. Puis, on va vous recevoir aussi en d'autres occasions. Puis, on va venir aussi reparler de la nouvelle campagne qui va avoir lieu en 2011. En mars 2011, c'est ça. Puis, on va commencer à parler à nos bénévoles. Et puis, il faut rester actif tout le temps. Vous aurez toujours une place à mon émission, M. Trottier, pour des causes comme ça. Puis, je vous en remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup. Puis... C'est moi qui vous remercie. Bien. Alors, une courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Qu'est-ce que la grapho-analyse? Alors, pour nous en parler, je reçois de Rouyn-Noranda M. Denis Verrette. M. Verrette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Verrette. Grapho-analyse. Bon, grapho-analyse, ça le dit un peu, mais avant d'aller dans ça, moi, j'aimerais que, je ne sais pas si vous êtes un homme excessivement connu, mais on va vous faire connaître si vous ne l'êtes pas assez. Alors, moi, j'aimerais que vous, en entrez en matière. Vous êtes qui exactement? Vous faites quoi dans la vie, tiens? Moi, pour vivre, j'ai des blocs appartements. OK. J'ai déjà travaillé à l'université comme registraire 20 ans, puis j'ai quitté ça pour faire de la grapho-analyse. Et je fais de la consultation auprès des gens. Les gens viennent me voir sous forme d'entrevue, là, et je fais un survol de leur personnalité. OK. Et je leur sors leurs caractéristiques les plus fortes. Bon, tout ça dû à l'écriture, c'est ça? Alors, vous, c'est uniquement... Moi, j'ai un peu de misère, là, à dire... mettons, le caméraman qui est là, lui, il va faire son S d'une telle manière, Gaby va faire son S d'une telle manière, René à la régie, l'autre bord, va faire son S d'une telle manière. C'est 3 caractères différents. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Bien, c'est que dans certaines lettres, on peut voir de façon différente un trait en particulier. Je peux vous donner un exemple. J'ai un exemple pratique ici. C'est ce qu'on appelle, nous, le sens de l'organisation. OK. OK. Là, je vous ai donné 4 types de F différents. OK? OK. Le premier, c'est une personne qui fait un F, mais sans boucle. On pourrait quand même le laisser là, s'ils veulent le voir. Là. Parce que je vais parler des 4 spécimens. Là. On va s'arranger. OK, demain. C'est beau? C'est beau. Le premier, c'est une personne qui fait un F, mais sans boucle. C'est une personne qui aime, pour elle, organiser, c'est que les choses sont toutes bien classées. OK. Puis l'ordre, c'est bien important. La deuxième, c'est une personne qui, dans son organisation, elle, ce qui est important, c'est planifier, donner des ordres, puis dire aux autres quoi faire. OK. OK. Dans la troisième? Dans la troisième, la boucle est en bas. C'est une personne qui aime réaliser un projet.
qui va vous trouver les personnes, la salle, les chaises, la décoration, puis il va s'occuper de faire le projet. Ça va être ça, son sens de l'organisation. La dernière, qui a 2 bouts, et aussi, ce qui est important, c'est que la longueur est identique. Les bouts sont identiques. C'est quelqu'un qui a un sens d'organisation qui est parfait. Bon. Suite à ça, moi, je vois 4F. Ouais. Ça me dit absolument bien, c'est sûr. Pourquoi qu'à vous, Denis Verrette, ça dit quelque chose, chaque F? C'est ça, moi, que j'ai un peu de misère à comprendre, là. Oui. C'est sûr que je ne suis pas un médium, puis vous non plus, j'en suis persuadé. Non. Vous allez avec l'écriture, c'est reconnu, ça, je le sais. Grapho-analyste, c'est reconnu. C'est quoi... Pour vous, ça veut dire que vous, là, vous voyez n'importe quelle lettre et ça vous dit quelque chose. Oui. Bien, au départ, la grapho-analyse s'est inventée par un Américain, un monsieur Bunker, en 1929, qui a établi les bases de la grapho-analyse. Et lui, avant de dire que telle lettre ou tel book ou tel signe veut dire quelque chose, il l'a expérimenté au moins 1000 fois. Fait que lui, il se promenait, là, puis il allait voir les gens, puis il vérifiait avec les gens si effectivement son interprétation était bonne. Et avant de dire qu'une lettre veut dire telle chose, ou que la largeur, ou la boucle, ou etc., tel signe veut dire quelque chose, il l'a vérifié au moins 1000 fois. Donc, ce n'est pas un don, c'est une science. C'est une technique. Une technique. C'est une technique. Et la science, le côté science, là, ou intuitif, là, ça vient quand on peut combiner des traits ensemble. Parce que la personne peut avoir des F comme ça, mais comment elle écrit? Est-ce qu'elle écrit penché? Est-ce que son trait d'écriture est plus pesant? Fait qu'il y a toute une combinaison de traits qu'on analyse. Et lorsqu'on est capable de les combiner ensemble, on appelle ça de l'évaluation, en grapho-analyse. Là, on est capable de situer la personne un peu plus et lui dire, bon, ben, tu réagis de telle façon, toi, tu vas fonctionner comme ça. Fait que là, c'est là que ça devient un peu plus une science ou une intuition. Monsieur Verrette, beaucoup de personnes suivent la commission Bastarache. On a fait appel à un expert en écriture pour regarder. Bon, puis là, il nous a sorti que M. X avait pris des notes avec 3 crayons différents. C'est une moyenne affaire, hein? Oui. C'est ça, là. Moi, ça m'a juste prouvé que le M. X en question, chez eux, il possède au moins 3 crayons différents. Simplement. Mais ça a donné quoi? Tu sais, je veux dire, vous auriez été là, ça leur aurait donné quoi? Bon, premièrement, moi, j'ai pas la spécialité de l'expertise légale. Ça, c'est une spécialité qu'on fait après la formation générale en grapho-analyse. Et c'est une spécialité qui s'acquiert avec l'expérience. On ne devient pas expert judiciaire là, du jour au lendemain. Il faut se faire reconnaître, il faut travailler avec un autre expert judiciaire, puis il faut développer ses spécialités. Et dans ce cas-là, c'est pas tout le monde qui a l'expertise concernant les encres. Et aussi, il y a des... C'est seulement que les lettres. Moi, c'est l'interprétation que je fais, c'est au niveau de la personnalité. Donc, au niveau des traits généraux, et moi, je me spécialise dans les analyses rapides, mais aussi, je vais conseiller les gens au niveau de leur choix de carrière. Un jeune là, qui ne sait pas où aller. Ça, là, on va en venir à ça, justement, parce que j'ai ça ici. Là. C'est quoi la différence pour un grapho-analyste de regarder entre une belle main d'écriture puis une personne qui écrit mal? Parce qu'il y en a vraiment... Bon, ben, je vais tirer la pierre, là. J'aime beaucoup la question. Je veux pas tirer la pierre, mais dans 9 sur 10, là, on comprend même pas qu'est-ce qu'ils écrivent. Mais c'est quoi la différence qu'il y a? Parce qu'il y en a qui ont vraiment une belle main d'écriture, là. C'est vraiment formidable. Puis d'autres, on peut même pas lire. Bon. C'est quoi la différence? Ce qui est facile d'expliquer, quelqu'un qui a une belle main d'écriture, qui écrit comme à l'école, comme les bonnes sœurs dans le temps qui nous montraient comment écrire, c'est malheureusement une personne qui n'a pas évolué. Parce qu'elle a gardé le modèle original.
Ah ben moi, là, ça, je suis pas d'accord avec vous, pas en tout, là. Absolument pas, en tout cas. Je peux ne pas être d'accord avec vous, Oui. parce que moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une main d'écriture, là, mais c'est vraiment, là, je la lirais, moi, là, à la journée longue, puis dire qu'elle n'a pas évolué, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous voulez dire quoi par là? Ben, c'est que à l'intérieur de l'écriture, il y a des traits qui apparaissent. OK? Ça peut être comme des F, là. Ça peut être juste le F droit, ça peut être le F qui a des boucles, ça peut être d'autres choses, des crochets, toutes sortes d'affaires. Et la personne qui écrit très, très mal, là, selon les personnes en général, c'est parce qu'elle a tellement de choses à écrire qu'elle va très, très, très rapidement. OK? Et pour elle, c'est pas nécessairement important qu'elle soit à être relue par quelqu'un d'autre, là. Mais la plupart du temps, on voit beaucoup, beaucoup plus de traits dans ces écritures-là, parce que toutes sortes de signes qui reviennent. Toutes sortes de crochets, toutes sortes de ronds, qu'on ne voit pas naturellement dans une écriture là, où on suit le modèle d'écriture. Mais je suis sûr que votre personne qui écrit bien, ça doit être une personne qui est très bien organisée, qui aime la routine, et qui a un rythme qui est toujours régulier. Et qui aime ça être lu par les autres. Parce que pour elle, c'est important de bien écrire. La personne qui écrit rapidement, c'est parce qu'elle n'a pas assez... Ça va trop vite, là. Elle n'a pas le temps de... Ça, là, êtes-vous en train de me dire, vous, que plus une personne écrit mal, plus elle a évolué? Plus on voit de traits dans son écriture. Mais aussi, plus elle a évolué. Elle est allée vers d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont passées dans sa vie. Mais comme ça, les médecins, ils sont évalués en mots justes. Oui, mais les médecins, c'est parce qu'ils écrivent très, très rapidement. Ah oui, parce que ça peut être le système de santé. Je peux vous donner un exemple. Je peux vous donner un exemple patent. Puis j'ai de la misère avec ça. Je suis pas obligé là, de vous croire, c'est sûr. Là, vous n'êtes pas la science infuse, j'en suis persuadé. Sauf que j'ai de la misère à me faire dire que plus on écrit mal, plus on a évolué. Vous avez changé. Il y a quelque chose qui a changé. Mais lorsque vous écriviez à l'école, je ne sais pas si vous réussissiez à faire une très, très belle... Je te veux dire que ceux qui ont toujours écrit mal, ils ont toujours évolué. Bien, leur personnalité transparaît dans leur écriture. Fait qu'ils ont continué à faire quelque chose. Puis ceux qui écrivent bien, ils ont pas bien... Ils ont stagné là. Ben, ils ont aimé... Non, j'ai de la misère avec ça, M. Verrette. Je vous le dis. Ah ben oui, j'ai de la misère avec ça, parce que là, c'est parce que je sais pas à quoi vous voulez en venir quand une personne écrit bien, qu'elle n'a pas évolué, elle a stagné. J'ai de la misère avec ça. Bien, pour elle, elle s'est installée dans un certain confort. La façon dont elle fonctionnait, ça lui satisfait. Elle a toujours continué à écrire la même chose. Ouais, on va passer à d'autres choses. Parce que non, celle-là, là, j'ai vraiment... C'est pas négatif, là. C'est un choix qu'a fait, elle a décidé. Ben, je m'excuse, mais il manquait de dire que ce n'est pas négatif. Une personne qui, à 10 ans, écrivait bien, à 50 ans, elle écrit encore bien, elle l'a pas évolué. Je m'excuse, mais si c'est pas du négativisme, c'est quoi? Parce que l'écriture, son écriture, OK? On voit dans son écriture ses traits de personnalité. OK? Oui, alors, elle a les mêmes traits à 10 ans qu'elle a à 50 ans si elle a continué à bien écrire. C'est ça. Elle n'a pas évolué. Il n'y a pas grand-chose qui a apparu dans son écriture. Mais il faudrait comparer son écriture aussi. Parce que ce que je vous dis, c'est un terme général, là. OK. Comment qu'on fait là, dans la grapho-analyse? OK, M. Verrette, là, est-ce qu'on peut connaître ou savoir ses émotions? Oui. Les émotions, on peut savoir comment la personne contrôle ses émotions. Et ça, on le mesure avec une règle ici, là. Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut mettre ça, là. Bon, je l'ai grossi un peu, là. C'est la jauge des réactions émotionnelles. Ça, on voit ça dans l'écriture d'une personne, on voit ça par la pente de son écriture. Admettons, on fait un L, là, un L qui est très, 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 très penché. C'est une personne dont les émotions sont contrôlées par le cœur. Fait qu'elle a de la difficulté à
contrôler ses émotions. Quand il y a quelque chose qui arrive, une émotion, on le sait immédiatement. OK? On va voir aussi ça dans les personnes là, qui, on dit souvent, ils ont le cœur sur la main. OK? Fait que quand c'est très, très penché. Quand l'écriture est plutôt droite, c'est une personne qui contrôle ses émotions. Elle a des émotions, mais elle ne les fait pas voir. Ça a des avantages et des inconvénients. Chaque personnalité a son avantage, son inconvénient. La personne qui ne montre pas ses émotions, ben, tu ne sais pas à quoi t'en tenir exactement. Elle contrôle très bien ses émotions. Par contre, elle peut avoir un certain refoulement, parce que si elle n'exprime pas ses émotions, elle peut avoir de la difficulté à communiquer son affection à d'autres. Mais dans certains cas, ça peut lui être avantageux. Fait que ça, on le mesure. C'est la première chose qu'on mesure en graphoanalyse. C'est la première chose qu'on apprend, la gestion des émotions. Puis, le processus mental? Processus mental, là, je n'ai pas amené les exemples. En général. Le processus mental, c'est qu'on peut déterminer de quelle façon la personne va acquérir ses connaissances. Combien ça va lui prendre de temps à acquérir ses connaissances. Et aussi, on peut voir là, si elle va retenir facilement les informations. Ça fait qu'on évalue ces trois choses-là. Ça, c'est avec la forme des M, des N et des H. Est-ce que c'est la même chose pour les imaginations, que ce soit abstrait ou matériel? On peut voir dans ces lettres-là l'imagination, tiens, on peut y aller aussi avec ça? Oui, l'imagination, on voit ça dans les boucles, les lettres bouclées. OK? Puis il y a deux zones particulières. Il y a la zone supérieure qui est l'imagination abstraite, les mathématiques, la philosophie, la religion, la psychologie, tout ce qu'on ne peut pas toucher avec les mains. OK? Et l'imagination concrète, ça se voit en bas, ce qu'on appelle des jambages bouclés. Et ça, c'est au niveau de l'imagination des gens qui vont avoir telle chose, puis ils vont... Tu sais, ils rentrent dans la cuisine, là, ils ont tel ingrédient, ils vont faire une recette. C'est ça, ils ont de l'imagination. Ils font quelque chose de différent ou de nouveau avec les éléments qui sont là. C'est ça, l'imagination. On réussit à faire plus. Est-ce que vous pouvez voir par l'écriture la détermination, la volonté d'une personne? Oui, ça, on le fait lors de l'entrevue, là. La volonté, on le voit très bien dans les barres horizontales. Quelqu'un qui va mettre des barres sur son thé, là, très épaisses, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Et la volonté telle que nous, on la définit, c'est quelqu'un qui va mettre toutes les chances de son côté. Il va tout ramasser les éléments, il va mettre le temps, il va tout mettre ses énergies pour partir un projet. La détermination, c'est quelqu'un qui va durer dans le temps. Quelqu'un qui a des obstacles. Ça, on voit ça par les gens qui font des lettres avec des jambages droits qui descendent en bas. Plus c'est droit, plus c'est long, plus c'est large, plus la détermination est forte. C'est les gens qui vont voir des obstacles, mais ils vont arriver face à des obstacles, mais ils vont les vaincre. Est-ce que vous pouvez voir les craintes d'une personne par l'écriture? Oui. On peut en voir quelques-unes, là, que ce soit les gens qui sont sensibles à la critique, la timidité, le manque de confiance en soi, l'indécision. C'est des choses là, qu'on voit dans l'écriture. Là. Ça, on ne le fait pas au début. Là. On regarde ça pour la fin des cases. Est-ce qu'il y a une différence entre, pour vous, là, pour analyser l'écriture, est-ce qu'il y a une différence entre une personne qui écrit de la main gauche et une personne qui écrit de la main droite? D'habitude, on le demande à la personne. Parce que, entre autres, lorsque la personne fait ses barres de thé, est-ce qu'elle est faite de gauche à droite ou de droite à gauche? Ça fait que ça fait une différence dans certains traits. Parce que quelqu'un qui va faire une barre de thé épaisse au début, puis mince à la fin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté au début, mais ça faiblit. Fait qu'il faut savoir là, de quel côté la personne met ses barres de thé. Est-ce qu'avec l'écriture, vous pouvez prédire l'avenir? Malheureusement pas.
c'est pas une technique qui nous permet de prédire l'avenir. On peut dire que la personne a tendance à être prévisible. Si la personne est bien organisée, si elle a un rythme régulier, on peut s'attendre à ce qu'elle fonctionne de telle façon. Si elle contrôle ses émotions, on peut dire que généralement, elle ne devrait pas avoir trop de réactions, mais on ne peut pas prédire l'avenir. Parce que quand on va voir une supposition, là, on va voir un médium, tireuse de cartes, etc., on va se faire prédire son avenir. Mm-hmm. Qu'est-ce que les gens qui viennent vous voir, ils viennent vous voir pourquoi? Ils viennent nous voir pour qu'on leur dise c'est quoi les caractéristiques de leur personnalité et comment ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple. J'ai une personne qui est venue me voir qui avait le trait d'argumenter. OK? Je mesure son trait d'argumentation, puis elle avait 9 sur 10. La moyenne nord-américaine, c'est 1,2. Mais cette personne-là, ce que je vais lui dire, c'est que ton argumentation, dans toi, c'est très, très fort. OK? Donc, toi, tu es né avec ça. Le fait d'argumenter, ça fait partie de ta vie. Mais pour les autres, si tu es tout le temps en train d'argumenter, ça peut te causer des problèmes. Ça fait que je vais lui faire un peu l'effet miroir. Je vais lui dire, chez toi, la caractéristique est très forte. Alors, M. Verrette, c'est tout le temps que nous avons, parce que c'est vraiment très intéressant. On aurait pu en parler encore très longtemps. Le seul hic que moi j'ai dans cette entrevue-là, c'est que j'en suis peut-être venu à une conclusion qui n'est peut-être pas la vôtre, mais si vous ne voulez pas évoluer, écrivez bien, puis si vous voulez évoluer, écrivez mal. C'est un peu... Celle-là, je vous le dis, j'ai tellement de misère avec celle-là. Là, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on constate que la personne. Parce que ce qu'on a dans l'écriture, c'est ce qu'on a. Avez-vous déjà changé la vie de quelqu'un en analysant son écriture? Oui. Un de mes copains qui était comptable agréé en début de carrière, puis il avait de la difficulté avec sa profession. Ça fait que j'ai fait son analyse et j'ai trouvé qu'il y avait presque tous les traits artistiques. Et il y avait un trait, entre autres, qui était très fort chez lui, c'est le plaisir d'écrire. Et suite à ça, il s'est mis à écrire. Puis il a écrit 2 romans. Il a ramassé son argent, il a changé de carrière, puis maintenant, il est en train de suivre un bac en sociologie, puis il est heureux comme un pape. Bravo! Merci beaucoup, M. Verrette. Ce fut très intéressant. Et puis, bien sûr, Arwen Noranda, ceux qui veulent vous rencontrer. Je suis dans l'annuaire. Vous êtes dans l'annuaire, M. Verrette. Alors, merci beaucoup, M. Verrette. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.